C'est bon, on y est, le top film de l'année 2019. Mais avant ça, on va faire comme d'habitude une petite review du mois de décembre, et puis on va parler un peu d'Outsider quand même, parce que il y avait de très bons films quand même cette année. Salut tout le monde, c'est Lizefy et bienvenue dans cette review du mois de décembre et du top film de l'année 2019. Bonne année aussi au passage, parce que bon, on est en 2020 maintenant a priori. Donc comme d'habitude, je vais faire ma petite review du mois de décembre parce que j'ai vu beaucoup de films dans ce mois de décembre. J'ai pas pu voir tous les films que j'aurais voulu, mais j'en ai vu quand même une bonne pelletée. Pour vous dire, les films que j'avais prévu de voir mais que j'ai finalement pas vu, j'ai pas vu The Lighthouse, j'ai pas vu le dernier Star Wars, même si le dernier Star Wars, bon au final, j'avais pas plus que ça envie de le voir, je voulais juste finir la trilogie que j'avais commencé. Et puis j'ai pas vu Le Mystère des Pingouins, qui n'est pas du tout un film de décembre, mais j'ai pas vu ce film qui m'intéressait un peu. C'est pas grave, j'ai compensé avec d'autres films. Donc comme j'ai dit au début de cette vidéo, on va parler en premier lieu des films que j'ai vus au mois de décembre, sachant que je ne vais pas parler des films qui sont dans le top du coup, parce que ça serait dommage de vous donner mon avis juste avant. Ensuite je vais parler de quelques outsiders du top film, parce qu'il y a quand même eu énormément de bons films cette année, pour dire quand même on a eu le nouveau Terrence Malick, le nouveau Scorsese, le nouveau Tarantino, le nouveau Bong Joon-ho. Les gens qui disent que c'est pas une bonne année cette année, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut, putain. On commence donc sans plus attendre avec la review du mois de décembre. Ce mois de décembre a été chargé, j'ai vu beaucoup de films, et le premier film que j'ai vu est Une Histoire sans fin. Une Histoire sans fin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film des années 80, pas mal destiné aux enfants, puisque rien qu'en termes d'histoire et au niveau du ton qu'amène le film, c'est très ciblé enfant. Et ça raconte l'histoire d'un enfant qui lit un livre, et ce livre est tellement passionnant, tellement vivant, qu'il vit cette histoire, comment dire, disons que c'est pas le genre de film qui amène vraiment le personnage dans l'histoire, c'est juste pour montrer que le livre est tellement vivant que le garçon s'y sent à l'intérieur, alors que en fait il ne l'est pas pour de vrai, mais il y a beaucoup de choses qui lui font penser que s'il est vraiment à fond dedans, et le vieux du début l'avait prévenu. Alors c'est un film qui souffre un peu de son époque, je pense qu'il était très très bon pour des enfants des années 80, des années 90, 2000 à la limite. Maintenant on commence un peu à avoir du mal, je pense, à regarder ce genre de film, parce qu'il y a des effets spéciaux un petit peu vieillots, même s'il y en a qui sont cool aussi, je pense notamment à La Tortue qui je trouve est très cool, mais c'est un film voilà qui est un peu gâché par son époque, c'est assez dommage, même si je trouve qu'on passe malgré tout un assez bon moment devant. J'ai pas boudé mon plaisir, j'ai pas été là en mode oh là là c'est long ou quoi que ce soit, non, c'était très sympathique, mais un petit peu vieillot, et c'est peut-être pour ça que je le garde pas à fond dans mon cœur. Peut-être que si je l'avais vu plus petit, ça m'aurait plu, mais en tout cas voilà, je l'ai pas extrêmement apprécié. J'ai un peu ri, pas mal ri de temps en temps, même si c'est des blagues qui sont quand même pareil très enfantines. Bref, l'histoire sans fin c'était bien, c'était pas mirobolant, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais sachez que y a eu, voilà, c'était sympathique, il y avait quelques effets visuels qui étaient cool. Donc voilà, allez-y, regardez si vous l'avez pas vu, ça reste un petit classique des années 80. Ouais, je maintiens, ça reste quand même un petit classique des années 80. Le film suivant est dans mon top, donc je vais pas en parler, le film d'après aussi. Donc on va passer tout de suite à Alita Battle Angel. Alors, je sais que ça fait débat ce genre de film, il y avait Ghost in the Shell qui était un peu dans la même trempe de films, c'est-à-dire des films qui adaptent un manga mais qui savent pas tout à fait l'adapter, ou alors qui veulent tout mettre d'un coup et du coup c'est pas forcément ouf. Moi, ce qui va me gêner avec Alita, c'est sa fin. Ceux qui ont vu Alita comprendront, c'est juste que j'espère sincèrement qu'il y aura un deuxième. Parce qu'après avoir montré Alita Battle Angel, j'ai vraiment envie de voir le deuxième. C'est un film qui m'a décroché la rétine. C'est un film qui m'a offert un grand spectacle. Je l'ai vu en 3D.
J'ai le Blu-ray 3D du coup, et franchement je regrette absolument pas de l'avoir vu en 3D parce que c'est un de ces films qui sort en 3D natif, qui a été filmé en 3D et non pas converti en 3D, et ça se ressent, il y a une profondeur dans l'image, il y a tant de travail au niveau de la 3D, il y a tant de spectacles à l'écran, de spectacles visuels, de chorégraphie de combat tellement folle, de CGI qui est convaincante, parce que quand je vois pas mal de films et de séries en ce moment, je commence à me demander si les gens n'ont pas des petits problèmes aux yeux concernant les CGI, parce qu'il y en a vraiment qui sont pas top top. Ouais, là j'avoue ça fait un petit peu condescendant, mais j'avoue que j'ai vraiment du mal avec beaucoup de CGI, parce que je vois le fond vert, parce que je vois la 3D, enfin bref. Alita c'est très beau, Alita c'est énergique, Alita c'est divinement bien mis en scène, c'est au niveau de son scénario simple mais efficace je trouve, même s'il y a des petits trucs en mode tu te souviens de ça? Oui, tu te souviens de ça. Et en fait, il y a un petit côté, je te raconte le scénario parce qu'il y a besoin de le raconter. C'est peut-être le seul vrai défaut du film, mais ça n'en fait pas moins un bon divertissement, même un très bon divertissement, que j'aimerais vous conseiller, parce que vraiment, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu malgré tout, qui est efficace, dans lequel on peut se laisser emporter avec des méchants parfois charismatiques, même si un petit peu caricaturaux, mais justement leur caricature appuie le côté très, comment dire, amusant de ce film, qui moi me plaît beaucoup. Je me suis vraiment bien amusé dans ce film, donc je vous conseille Alita. J'espère sincèrement qu'il y aura un deuxième. Si vous le voyez, voyez-le en 3D, parce que la 3D apporte vraiment énormément. Il y a vraiment une... Je ne saurais pas comment vous exprimer ça, mais rien que la scène qu'on voit pas mal dans les bandes annonces, notamment avec toutes les tentacules qui tournent autour d'Alita. Ah, qu'est-ce que c'est beau cette scène, qu'est-ce que c'est beau! Bref, voyez Alita. C'est un film qui fait plaisir et où on sort du film et on dit... Ah, je veux la suite, vraiment. Le film que j'ai vu ensuite, c'est June et la voix du cœur. Et... Oh, c'est chaud ce film. Je vais vous présenter le film un petit peu, c'est l'histoire d'une fille qui... voilà, une petite fille qui est très énergique, très contente, voilà, une petite fille qui vit bien, une bonne vivante, on va dire ça comme ça, mais qui, par plusieurs choses qui se passent dans sa vie, elle va comprendre que si elle parle, eh ben, elle va provoquer du malheur autour d'elle. Et du coup, elle va décider de ne plus parler de sa vie. Donc elle va passer toute sa primaire, tout son collège et jusqu'à son lycée dans laquelle on va la suivre, où elle ne va pas parler. Donc elle n'est pas muette, elle est juste bloquée, elle ne peut pas parler, parce que si elle parle, elle a une douleur forte à l'estomac, donc voilà, il y a comme un truc qui la tiraille quand elle parle. C'est un film bouleversant. Vraiment, j'ai pas d'autres termes pour ce film, parce que June, ce personnage, on s'y attache et on se reconnaît dans ce personnage. Enfin, il y a vraiment un moment où elle crie tout ce qu'elle a à dire. Et où on voit ses paroles, on l'écoute énormément et on se dit elle a raison, et voilà, c'est un film déchirant, c'est un film où quand vous le regardez vous vous dites putain elle a raison, putain ça fait mal, putain c'est compliqué de vivre dans une société comme ça, c'est compliqué enfin je sais pas comment vous dire ça, c'est un film qui parle énormément, c'est la même scénariste que Maquia, que vous avez présenté il y a quelques temps maintenant. Maquia qui était un film aussi qui parlait de la famille, qui parlait de l'amour maternel. Là on est dans un film qui parle de la confiance en soi, et la confiance en soi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y sont touchés, qui ont du mal à avoir confiance en eux, et vraiment c'est beau, ce film est très beau, la séquence finale de ce film m'a émerveillé tellement c'était
magnifique. Vraiment, c'est magnifique ce film. Au niveau de l'animation, c'est très joli, très simple. C'est pas forcément l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu, mais c'est très efficace. Et dans les personnages secondaires, j'adore le personnage notamment du footballeur, enfin non, du mec qui fait du baseball, qui pour moi est très attachant, qui pour moi a une vraie réflexion, une vraie évolution de son personnage. C'est pour ça que j'adore ce personnage, et vraiment je vous encourage à voir June et la voix du cœur, qui est un film très beau, dont la musique vous donnera des frissons. La BO du film, ouais, vraiment est très très belle. Je vous encourage très sincèrement à voir le film, à vous répéter la BO en boucle. Véritablement, June et la voix du cœur, c'est un film que je suis content d'avoir vu, parce que si je l'avais vu en 2015, il aurait été un de mes tops. Je sais plus si c'est en 2015 ou 2016. Bref, c'est un super beau film, vraiment, voyez-le. Le film suivant est dans mon top, donc vous voyez quand même que j'ai vu pas mal de films. Et maintenant, je vais vous parler de La Reine des Neiges 2. Alors, le film fait pas mal débat, parce que c'est un film qui, en vrai, les deux, Disney, ils font souvent ça, surtout pour de l'argent, et pas forcément pour vraiment faire quelque chose. La Reine des Neiges 2, c'est un entre-deux. Je sais pas comment vraiment vous définir La Reine des Neiges 2, mais c'est un film qui est à la fois tente de nouvelles choses et du coup a quelques bonnes idées, et à la fois un film qui n'a pas vraiment d'intérêt et qui place des running gags, des trucs à la con, des petites bestioles qui sont toutes mignonnes, on est d'accord, mais qui en vrai ne sont là que pour vendre des jouets. Donc au final, on sait pas trop où se mettre avec La Reine des Neiges 2, parce que malgré tout, il y a de bonnes choses dedans. Et puis, pour faire un petit topo des musiques, le film a le même problème que le premier, c'est-à-dire placer trop de musique au début et moins à la fin, trop les dispatcher après, et du coup, au final, ça fait un gloubi-boulga de musique pour en avoir un peu moins après. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis une des musiques surtout, dans La Reine des Neiges 1, c'était la musique d'Olaf. Dans La Reine des Neiges 2, c'est la musique d'Olaf et la musique de Christophe, qui est un gag, vraiment. Vous avez vu le film. Enfin, si vous avez vu le film, vous savez que cette musique est un gag. Parce que quand on met autant de références aux années 80, quand on met autant de références aux années 90, ou quand on met aussi énormément de clins d'œil à Bohemian Rhapsody, à tous ces clips qui dédoublaient les visages, etc. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un film c'est une musique qui... J'étais là, j'ai fait... En fait, au début, je vois les trucs arriver et j'ai fait ok, c'est drôle. Et puis après, je vois la musique avancer et là, je fais... Mon Dieu. J'étais exténué. Bref, hors des musiques, il y en a des très bien, hein. Dans un nouveau monde est sympathique. Je te cherche est très belle. La musique d'Anna est pour moi la plus merveilleuse de toutes, parce que elle veut pas extrapoler pour extrapoler, elle est vraiment sincère comme musique, et c'est ça que j'aimais vraiment beaucoup dans cette musique. Et au niveau de l'histoire, au niveau du visuel, il y a des trucs que je trouve très jolis, il y a des trucs que je trouve moins jolis, il y a des trucs où je trouve qu'ils se sont pas foulés. Notamment, je trouve que l'idée de la forêt est très jolie, mais en même temps c'est un peu flemmard, du coup je sais pas trop où me placer. Au niveau de l'histoire, je pense que les gamins ne comprendront absolument rien au film, parce qu'il y a trop de choses à emmagasiner avec les gardiens ou je sais pas quoi, avec je suis la cinquième rune ou je sais pas quoi. Bref, je sais pas si si les enfants vont vraiment comprendre l'histoire de La Reine des Neiges 2, parce que c'est assez disparate. Et Olaf dit une phrase extrêmement sensée dans ce film, que je trouve très intéressante. Ils arrivent sur un bateau qui a coulé, et sur un bateau qui a coulé, et Anna dit il y a un truc qui empêche qui est protégé de l'eau. Et Olaf dit oui, mais du coup pourquoi ils ont pas fait un bateau qui est protégé de l'eau? Et je crois que c'est la phrase qui m'a fait le plus rire et le plus dire putain c'est vrai. Cette phrase est censée, elle est bête en soi, elle est toute mignonne, elle est bête, mais moi elle m'a fait grandement rire.
Donc Olaf, parfois tu n'es pas qu'un bout en train chiant, tu es parfois un petit peu sensé, un petit peu sympathique. Au niveau du doublage, je suis très content de Charlotte Hervieux, mine de rien, parce que j'avais peur qu'on n'ait pas la même puissance vocale qu'avait Anaïs Delva, et finalement si, tout va bien, elle est très très bonne aussi dans son rôle. Il y a des scènes assez glorieuses où notamment toute la scène Je te cherche est très belle, la scène avec les vagues est très belle aussi, la scène avec le feu est très belle aussi, la scène avec le vent beaucoup moins, mais bon, il n'y a pas tout qui doit être bien non plus. Et puis la scène finale qui s'accélère. En vrai, la fin est très accélérée, je trouve ça assez dommage, mais suffit à elle-même. Donc, malgré tout, La Reine des Neiges 2, ça reste sympathique. C'est pas la maestria, je trouve, du premier qui avait vraiment renouvelé les choses, etc. Moi, je vous conseille un peu La Reine des Neiges 2, je trouve que ça reste un divertissement acceptable, mais c'est clairement pas la suite que le teaser nous vendait. Le teaser nous vendait vraiment du rêve, et c'était bien, mais c'était tout. Dommage. J'ai vu 4 autres films dans ce mois de décembre, dont 2 sont dans le top, donc je vais pas en parler, mais j'ai vu 2 autres films, et je vais en parler maintenant, à savoir pour commencer... Une vie cachée. Oui, je n'ai pas mis ce film dans le top parce que, même si je spoil un peu du coup mon avis, c'est un Terrence Malick que j'ai réussi un peu à apprécier, ça reste du Terrence Malick et je pense que j'ai un peu de mal avec son style. Je crois que Terrence Malick, il n'y a pas pire comme réalisateur qui divise. Il y a Nolan qui divise un peu, il y a Dolan aussi qui divise un peu, mais je crois que Terrence Malick, personne ne sera d'accord sur lui. J'avais vu La Ligne Rouge il y a longtemps, j'avais vu La Balade Sauvage il y a longtemps, j'avais vu Les Moissons du Ciel il y a longtemps, et je crois qu'il y a, à part sur La Balade Sauvage où j'ai un peu aimé mais j'étais pas non plus très emballé, Les Moissons du Ciel m'ont grave emmerdé, je sais pas si c'est le terme, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de beaux plans, mais pour rien en faire. Et La Ligne Rouge, faut que je le revoie, mais le propos du film, ainsi que sa manière de monter et sa manière d'expliquer les choses, ne m'ont pas attaché à ce que Terrence Malick nous voulait me parler. Enfin, bref, Terrence Malick, c'est quelqu'un qui fait un cinéma trop contemplatif, je mets de très belles images pour mettre de très belles images, pour montrer la nature, pour montrer l'homme dans son environnement, etc. Et Une vie cachée, c'est ça, mais un peu plus maîtrisé de mon point de vue. En fait, quand je suis entré dans la salle, je me suis dit, je sais que Terrence Malick, c'est pas quelqu'un que j'affectionne, c'est très différent, particulièrement. C'est un réalisateur où j'aime pas trop le fait de faire du lent pour faire du lent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est pas vrai, il fait pas du lent pour faire du lent. Il fait du lent aussi pour montrer la vie, pour montrer l'humain vraiment comme on le connaît, tous ces grands angles qui nous permettent d'apprécier énormément les émotions des personnages, les deux acteurs sont incroyables, l'histoire en elle-même est déchirante, même si un petit peu forcée je trouve de mon côté, surtout au niveau du mec. J'aime beaucoup toutes les parties avec la mère qui je trouve sont très touchantes. Par contre, avec l'homme, je suis un peu moins emballé. Je trouve que c'est très, très forcé dans le sens, il veut montrer que c'est horrible ce qui se passe et du coup, on nous montre de plus en plus d'horreur, pas forcément dégueulasse et tout, mais en fait, il y a une manière de raconter, une manière de transmettre l'émotion qui est très propre à Terrence Malick. Il veut nous montrer de la violence, mais il n'en montre pas tant que ça non plus. Enfin, genre, c'est horrible de montrer tout ce qui se passe, mais
c'est pas sanguinolent, c'est pas horrible comme ça aurait pu l'être à l'époque. Et du coup, il y a un aspect très lyrique, très poétique de sa manière de montrer tout ça. Son style très voix off qui raconte tout ce qui se passe, notamment ici, c'est très expliqué à travers des lettres qu'il s'envoie. Apportent énormément, mais pour moi ne sont pas indispensables. Je pense que c'est le genre de film que j'aurais pu voir muet. Enfin, peut-être pas muet, mais sans rien comprendre au texte, aux paroles, au scénario, au dialogue. Même s'il y a la scène notamment où il y a le général le juge, ouais, je crois que c'est le juge général ou je sais pas quoi, qui parle au personnage principal, qui lui dit mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu arrêtes pas, pourquoi tu veux pas plutôt dire oh je prête allégeance et puis c'est pas grave, tu vois, et c'est que des mots et tant pis. Et lui, il lâche rien et tout ça. C'est vrai que là, c'est une scène, s'il n'y avait pas eu de parole, oui, là, on n'aurait pas compris. Mais est-ce qu'elle est extrêmement indispensable ? Non, elle appuie encore plus le propos du personnage, mais je sais pas si c'est vraiment important, sachant qu'on nous le rabâche énormément dans le film. Et puis, je plains les monteurs des films de Terrence Malick, parce que j'ai l'impression que le mec, il dit à son cadreur, bah tiens, vas-y, filme ça. Ah ouais, mais ça c'est pas mal aussi, vas-y, va filmer ça. Ah, et ça c'est beau, ah ça c'est beau, vas-y, filme ça. Et en fait, je crois que les gens se retrouvent avec les monteurs se retrouvent avec énormément de rushs qui n'ont absolument rien à voir ensemble, et que même au niveau des scènes, j'ai l'impression qu'en gros, il filme, et il a pas... Je sais pas si pas de mise en scène c'est le mot, mais en gros il a une mise en scène, je trouve, très libre, très humaine, ce qui fait que c'est à la fois très réaliste mais à la fois très peu maîtrisé, enfin pas très peu maîtrisé, j'aime pas dire ça. Parce que Terrence Malick, ça reste pas un mauvais réalisateur, c'est un réalisateur qui fait des choses incroyables, qui fait des plans magnifiques. Le premier plan qui s'ouvre est trop beau, et tous les plans dans le film sont trop beaux, quasiment. Tous les plans dans la prison sont pas super jolis, mais tous les plans des champs, etc. sont magnifiques. Il y a une horreur qui est transmise à travers les autres personnages qui emmerdent la femme. Enfin bref... J'ai l'impression de dire que des bonnes choses de Terrence Malick, mais ce pourquoi j'ai du mal avec Terrence Malick, c'est juste que je sors du film et je me dis, est-ce que c'est un film que je vais revoir ? Est-ce que c'est un film que j'ai pas trouvé long ? Est-ce que j'ai pas trouvé le temps long ? Voilà, ce genre de choses. Et malgré tout, j'ai beau avoir vu énormément de bonnes choses, il y a pas mal de moments où je me suis dit, bon... Allez, on avance, s'il vous plaît, on avance, quoi. Et c'est ce qui m'a gêné, il y a plein de films lents que j'aime bien, hein. Il y a vraiment beaucoup de films lents que j'aime bien, vous verrez dans mon top film tout à l'heure. Mais là, franchement, c'est long, il y a des trucs, c'est long, vraiment. Et pourtant, j'ai adoré beaucoup de choses, j'ai aimé énormément de choses. La scène... non, c'est du spoil, je peux pas en parler, mais en gros, l'une des scènes finales est merveilleuse, et hyper bien amenée, etc. Mais il y a beaucoup de moments qui sont voilà, très lents, mais dans le mauvais sens du terme. Et sur ces 3 heures de film, je pense qu'il y en a au moins 3/4 d'heure où je me suis dit, allez, faut y aller, quoi, enfin, faut avancer. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans mon top, j'espère que vous le comprendrez, les tops sont faits pour être subjectifs. Dans mon objectivité, je trouve que c'est un film très beau, exceptionnel, mais subjectivement, j'ai du mal. Même si je pense qu'après avoir vu ce film, je vais essayer de me remater les autres films de Terrence Malick, peut-être que je trouverai autant de bonnes choses que dans celui-ci. Mais... voilà, j'ai peur d'avoir ce même effet, c'était un peu long. Là, le film durait 3 heures et vraiment, il y a des moments où j'étais un petit peu en dehors. Et comme j'ai pas fini et qu'on va parler du mois de décembre, le mois de décembre, c'est pas au mois de décembre qu'il est sorti, mais il y a un très gros film qui est sorti aussi, un très long film qui est sorti aussi de 3h30. Et c'était The Irishman sur Netflix. Et en fait, j'ai aimé le film, j'ai trouvé ça très sympa.
Les 3h30, la première partie du film, j'ai trouvé assez longue à mettre en place. Elle est importante, mais je trouve que voilà, ça mettait du temps à se mettre en place. J'ai trouvé que sur les 3h30 de film, la première heure est assez lourde, je trouve. Elle est pas forcément importante. Enfin, si, elle est importante, mais pas très puissante, pas très marquante. Et quand on arrive avec le personnage d'Al Pacino, là, c'est là où le film commence. C'est là où le film prend toute son ampleur. Même si, je pense qu'après avoir vu Le Parrain et avoir vu Scarface, je crois que mon problème vient du fait que je n'aime pas les films de mafieux. Parce que j'ai l'impression qu'on me raconte pas une histoire, mais qu'on me raconte des petits faits par-ci par-là. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de film où il n'y a pas une intrigue forte, où il n'y a pas quelque chose de très puissant à l'intérieur. Et c'est pour ça que The Irishman, j'arrive pas à l'élever dans mon estime, même s'il y a des choses que j'ai trouvées très très bien. Scorsese, j'ai adoré Shutter Island, je trouve que c'est un de mes films préférés de toute ma vie, même si objectivement, peut-être que Loup de Wall Street est mieux, je trouve. Même si Shutter Island, franchement, a bien maîtrisé son truc, et c'est pour ça que j'adore ce film. Mais The Irishman, c'est quand même 3h30 parlant de la vie d'un mec qui est rentré dans la mafia, etc. Et il y a énormément de choses à voir dans le film, il y a beaucoup de choses. Le film est long, mais pas pour rien, et ça c'est bien, parce que très souvent ça peut être long et on peut trouver le temps long, etc. Là, l'histoire de ces chers monsieur est très touchante, surtout quand on arrive vers la fin de leur histoire. Il y a plein de petits événements par-ci par-là qui sont très cool, mais qui, comme je dis, sont des petits événements, donc moi ça ne m'attache pas énormément. La fin du film est touchante, mais m'a pas transcendé. La performance des acteurs, il faut avouer, ils sont parfaits, surtout Al Pacino, vraiment, Al Pacino, il y a des dialogues où vraiment je me suis dit, putain, mais ça pourrait être des... Enfin, j'ai l'impression de voir... je sais pas, telle personne que je connais qui m'écoute pas quand je lui parle, qui me dit non mais t'inquiète, je connais le truc, tu vas voir, et tout ça. Enfin, il y a des dialogues qui sonnent mais tellement vrais, et je pense que c'est ce qui va me faire élever le film dans mon estime. C'est juste que le film sonne ultra vrai. Le film a des dialogues qui sont pas forcément pleins de sous-entendus comme pourrait l'être Le Parrain ou voilà, mais les dialogues sont réalistes et nous font nous dire putain, j'ai l'impression de voir vraiment des personnes qui veulent pas se faire du mal et qui essayent de se dire des choses mais n'y arrivent pas. Je pense notamment entre Robert De Niro et Al Pacino quand ils se parlent vers les 3/4 du film, je dirais, enfin peut-être un petit peu avant, mais c'est vraiment mon point haut du film, c'est sa mise en scène, sa manière d'amener les dialogues, et l'interprétation des acteurs qui est juste merveilleuse. Je pense que je vais pas plus parler du film que ça, parce que The Irishman c'est quand même un film ultra complet. Je pense c'est le genre de film qu'il faut voir plusieurs fois pour en avoir ressenti toutes les subtilités, parce que le film fait 3h30 et voilà, c'est long quoi, c'est très très long. Heureusement, c'est un film où on ne se fait pas chier dans sa deuxième partie, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, etc. Et du coup, on réussit quand même à glisser sur les 3h30, même si la première heure, comme je dis, je mets mon veto dessus parce que je trouve qu'elle est pas aussi bonne que les autres. Donc The Irishman sur Netflix, je vous conseille un petit peu. Je trouve que c'est un film qui se voit, mais voilà, il faut du temps, hein. C'est comme pour les 7 samouraïs, il faut du temps, 3h27 des 7 samouraïs et 3h30 des The Irishman, il faut se préparer un peu ce temps-là, et je vous conseille The Irishman si vous avez du temps, et si vous aimez les histoires si vous aimez les bonnes grosses mises en scène. Oh, j'ai oublié de parler de cette scène, la scène où Al Pacino, aka Jimmy, a un dialogue autour de la table avec un mec qu'il aime pas, qu'il avait rencontré en prison. Oh, cette scène est fabuleuse. Oh là là, mais cette scène, j'étais là à me dire, putain, mais c'est deux petits cons, hein, quand même, hein.
Donc voilà, The Irishman, je le mets pas très haut, mais putain, c'était quand même bien. C'était quand même une bonne expérience. Et putain, c'est dommage qu'il soit pas au ciné. J'ai pas pu aller à la séance lumière. Mais vraiment, voyez The Irishman. C'est très bien. Enfin, c'est même bien. Bon, j'ai terminé de parler des films du mois de décembre. Et maintenant, on va attaquer le top de l'année en commençant par les Outsiders. Dans les Outsiders, je vais vous reparler de films que j'ai vus cette année qui, pour moi, méritent un petit peu, mais qui n'ont pas réussi à se hisser dans le classement. Et on va commencer tout de suite en parlant de So Long My Son. J'ai très hâte de revoir ce film, j'ai très hâte de réanalyser, de revoir un peu toute l'histoire qu'on m'a racontée dans ce film, parce que c'était un film dense, c'était un film puissant en émotion, puissant en ce que ça racontait sur l'histoire de la Chine. Moi j'aime beaucoup toutes ces histoires autour hors de tout ce qu'on connaît habituellement, à savoir l'Europe et les États-Unis. C'est vrai que on entend très très peu parler de l'histoire asiatique dans notre pays, et j'aime beaucoup voir ce genre de film comme So Long My Son, qui parle notamment de la difficulté de la loi de l'enfant unique. Et de mes souvenirs, en fait, les acteurs étaient incroyables. Comment dire, l'histoire, même si elle m'avait un peu perdu parce qu'il y a 3 temporalités différentes, était malgré tout très touchante, avec des scènes dont je ne m'enlèverai jamais les images de ma tête, parce que vraiment, ce film pour moi était très 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 puissant cette année. C'était un drame chinois de 3 heures, donc il faut quand même s'y poser dedans. Mais vraiment, si vous l'avez loupé celui-là, allez-y, c'est un film excellent, merveilleux, puissant. C'est un film qui a énormément de choses à vous raconter. Et donc, voyez ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est un grand film, je trouve, de 2019. Maintenant, je vais vous parler du Dain, je vais vous reparler du Dain, parce que le Dain, c'était un film qui, je trouve, était pour moi le meilleur Quentin Dupieux pour le moment que j'ai vu. J'ai pas tout vu de Quentin Dupieux, mais je trouve que c'est un film qui est très puissant dans le cinéma français qu'on nous offre. Donc je vous conseille énormément le Dain. C'est pas accessible à tout le monde, parce que l'humour est quand même très particulier, mais Jean Dujardin est hilarant, vraiment. Moi, quand je repense au film, quand je revois le film, je suis là à me dire putain, en vrai c'est super drôle. Et vraiment, le Dain, je le retiens énormément cette année. Je trouve que c'est un très bon film de cette année. Je voulais aussi parler d'un film que j'ai parlé au tout début de l'année. Ça doit être d'ailleurs le premier film que j'ai vu cette année, que j'ai vu en 2019, de 2019. C'est Neverending Man. Neverending Man, pour rappel, c'est le documentaire sur Miyazaki qui galère à se dire « je veux vraiment être à la retraite ». Et c'est un documentaire qui est vivant, qui montre vraiment un personnage qui vit pour le travail, qui vit pour sa passion, pour ce qu'il aime faire, et qui galère avec... c'est aussi quelqu'un qui a un peu le choc culturel, le choc du l'animation de synthèse, ça me casse les noix, je préfère l'animation normale, c'est bien plus vivant, c'est bien mieux, ce que je comprends, parce qu'il y a de très bonnes choses en animation de synthèse, vraiment il y en a de très très bonnes, mais l'animation à la main permet des choses différentes, et une texture différente aussi. C'est un film qui est d'une piètre qualité technique, mais c'est un film qui, punaise, est puissant dans ce qu'il évoque, et vraiment, je retiens énormément ce documentaire. Je sais pas s'il y aura un DVD, je pense pas, parce que ce genre de film, c'est quand même pas trop le genre de trucs qui arrivent jusqu'en boutique DVD ou Blu-ray, mais c'est un film qui est beau, qui nous fait parfois sourire, parfois dire mais putain quand même, relève-toi un petit peu, t'as peut-être 78 ans maintenant, 79, mais tu peux le faire, tu peux vraiment le faire. Et d'ailleurs, ce qui m'avait gêné à l'époque, c'est que lors de la sortie du film, ils avaient spoilé la fin du film, ce qui est con, parce que un documentaire, oui, c'est vrai qu'on peut pas spécialement spoiler dans un documentaire, mais en fait,
c'est un documentaire qui apportait des réponses sur est-ce que Miyazaki fait vraiment un film? Oui, il fait vraiment un film, et d'ailleurs on a encore eu des réponses cette année sur l'avancement du film, mais ce documentaire était la première chose qui nous disait oui, Miyazaki fait un film. Et on a hâte de voir son prochain film, et véritablement, je vous conseille, si vous pouvez le trouver, de voir ce documentaire qui est très passionnant, qui est vraiment le suivi de la vie d'un homme après avoir abandonné son travail. Et je le trouve très touchant et très marrant. Et j'en mets quelques-uns par ici par là. J'ai vu aussi La Favorite, j'ai vu aussi Green Book, qui sont deux films très à Oscar que je vous conseille, plus La Favorite que Green Book, parce que Green Book c'est très bien, vous allez passer un très bon moment, mais vous allez l'oublier dans 2-3 ans, vous allez l'oublier parce que il y en a plein des films comme ça, il y en a plein. La Favorite est beaucoup plus originale, avec des plans, un parti pris artistique au niveau du cadrage qui est vraiment puissant et vraiment évocateur. Je vous conseille énormément La Favorite, même si ça peut être un peu bizarre pour certains. Mais moi je trouve ça très marrant et un peu marquant, donc allez-y. Et puis pour finir, je parlerai de Toy Story 4 et de Dragon 3, qui pour moi sont pas forcément au même niveau. Pour moi Toy Story 4 est un peu mieux que Dragon 3. Dragon 3 est très bien mais n'atteint pas la maestria du 2, et Toy Story 4 est très bien mais n'atteint pas la maestria du 3. Même si ce sont des excellents films, surtout Toy Story 4, qui après chaque film se renouvelle à chaque fois, donc vraiment Toy Story c'est une série que j'adore, vraiment. On a fini de parler des Outsiders, c'est parti pour le top que vous attendez, à savoir le top film de 2019. En 10e position, Asako. 良平のこと好きやで、どうしたらいいかわからんぐらい好きになってしまった。 Oui, enfin, ça s'appelle Asako 1 et 2. Je pense que au Japon, ils ont séparé le film en deux. Je ne vois pas vraiment pourquoi, mais parlons de ce film qui est sorti en tout début d'année. Mais je l'ai vu au mois de décembre, ça fait partie des films que j'ai vus dans ce mois de décembre que je voulais absolument voir, mais que j'ai perdu du temps à ne pas aller voir dans l'année. Et vraiment, je suis content d'avoir vu Asako, parce que c'est un film japonais touchant, réussi, et qui n'est pas ce que je déteste dans le cinéma, enfin pas que je déteste, mais que j'ai du mal dans le cinéma japonais, à savoir qu'il y a des films, on a cette idée comme quoi les films japonais sont des films complètement barrés, complètement tarés. Et bien moi, quand je vois Asako, quand je vois Tel père tel fils, donc les films de Koreeda, ou les films de Yamaguchi, donc Asako, ce sont des films qui sont hors de ce problème-là des Japonais à faire du n'importe quoi. C'est un film dramatique, c'est une comédie, enfin c'est pas une comédie, si un petit peu une comédie dramatique, une romance, voilà, c'est plutôt le terme que je cherchais, qui est très touchante, qui est très belle, très pure. Il y a une interprétation des acteurs absolument merveilleuse, avec des acteurs qu'on croit, c'est pas du surjeu comme on l'entend par certains, parce que clairement là, si vous trouvez du surjeu dans des films japonais comme ça, je sais pas vraiment vos problèmes avec ce genre de truc, mais bref. Même si ça peut paraître un peu bizarre comme film, parce qu'on a un personnage principal qui est au final complètement perdu, mais même après les réflexions ou les choses bizarres qu'elle fait, eh bien on la comprend malgré tout un petit peu, parce qu'on se dit elle est perdue, et on se perd avec elle, on se dit mais t'es conne, mais en même temps, je serais autant perdu que toi au final. Asako, c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un garçon, ils tombent amoureux, et le garçon un jour s'en va et lui dit je reviendrai, t'inquiète, t'en fais pas. Sauf qu'il revient pas. Mais il revient pas, genre des années après, il revient toujours pas. Et du coup, elle va vouloir faire sa vie avec un autre homme qu'elle va rencontrer, et il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Et je trouve que le film est incroyablement intelligent dans sa manière de raconter son histoire. Le film est très très beau dans sa photographie, même si ça a un parti pris artistique de cadrage, de format de cinéma qui est assez étrange. C'est pas du 6/9, c'est un petit peu plus resserré. Et je le répète, mais il y a une sincérité
sincérité qui passe à travers les dialogues et à travers l'acting de ces personnages qui, moi, me touche énormément. Donc Asako, je trouve que c'est un des meilleurs films de cette année, c'est un film très beau, que peu de gens ont vu, et si vous êtes intéressé par le cinéma, vraiment voyez Asako, c'est très très bien, c'est très beau, très touchant, très émouvant, voyez vraiment ce film, ça vaut le coup. En 9ème position, Lise et l'oiseau bleu. C'est pareil, c'est un film que j'ai vu dans le mois de décembre, qui est sorti je crois en avril-mars, un truc comme ça. En lançant le film, j'étais pas parti pour l'aimer. Mais le film, par le même réalisateur que je rappelle, Silent Voice quand même, donc c'est pas un petit film japonais qui sort, c'est vraiment un film d'un réalisateur qui a été marquant l'année dernière ou l'année d'avant? L'année d'avant je crois, enfin bref. C'était 2016, donc c'était pas l'année d'avant, bref. Bref, c'est un film qu'on attendait parce que, voilà, une bonne réal attendue, parce que, elle avait fait Silent Voice, et Silent Voice, c'était très touchant, très bien amené, un scénario très intéressant, une adaptation du manga très belle, très bien condensée malgré tout, et du coup, Lise et l'oiseau bleu, qui durait que 1h30, je commence le film, je trouve le temps un peu long, et je me dis, c'est mal barré. Mais le film, en fait, cette longueur te permet d'être vraiment à fond dans son ambiance très poétique, très... j'arrête pas d'utiliser ce terme, mais très pure, très douce, cette ambiance très lente, mais très appréciable. Très mélancolique. Et quand on arrive dans la deuxième partie du film, où on commence à comprendre tous les enjeux, toute l'histoire avec cette musique et cette réflexion sur l'avenir de ces lycéens, là, le film prend toute son ampleur. C'est l'histoire de deux filles qui sont amies à l'école, mais qui ont une amitié un petit peu, qui ont du mal à se dire les choses. Il y en a une qui joue de la flûte traversière et l'autre du hautbois dans un petit orchestre de lycée, et elles vont devoir jouer ensemble un solo, sauf qu'elles n'arrivent pas trop à s'accorder, donc elles doivent trouver comment s'accorder. Le film a plusieurs moments de gloire, il y a des petits moments qui sont coupés avec une petite BD qui les suit en même temps, qui est Lise et l'oiseau bleu, et vraiment... c'est très très beau ce que nous raconte ce film. Il y a vraiment un vrai reflet des relations japonaises. C'était la même chose aussi pour Asako, j'ai oublié de le dire, mais les personnages n'osent pas se dire les choses. Les personnages se bloquent leur vie en se disant « Ah bah moi je vais aller ici, ah ok tu vas là-bas, bah je vais ici », au lieu de faire un vrai choix de vie et de ce qu'elles veulent vraiment. Et quand on arrive à la fameuse scène du solo merveilleusement bien faite, là c'est incroyable ce que nous offre ce film. Il y a une mise en scène mais merveilleuse. J'étais émerveillé par ce que je voyais. Je regardais ça comme ça. J'étais là, c'est beau. Putain, c'est beau. Je pense que j'ai rien ressenti de plus dans ce film à part me dire waouh, c'est beau. Il y a cette scène de concert qui est merveilleuse. Il y a cette scène où elles se retrouvent et elles se reparlent enfin pour se dire à fond les choses, qui est aussi incroyable. Bref, je saurais vraiment pas tout vous dire ce qui m'a plu dans ce film, mais ce qui est sûr, c'est que la manière de raconter toute cette histoire est, je trouve, incroyable. Les deux personnages surtout, les principaux, sont extrêmement attachants, et le lien qu'il y a avec l'histoire, le conte qu'il raconte dans l'histoire est très bien amené, très bien construit, très bien relié à toute cette histoire. Donc vraiment, Lise et l'oiseau bleu, mon top 9 de cette année, parce qu'il le mérite très sincèrement. Donc vraiment, posez-vous devant ce film si vous aimez l'animation japonaise, et émerveillez-vous parce que c'est beau. Ce film est beau. En 8ème position, Le chant du loup. Il est là.
Je crois que j'aurai beaucoup de similitudes avec mes autres camarades youtubeurs, même si je les connais pas. Je fais genre j'ai des camarades youtubeurs alors que pas du tout en fait. Mais voilà, Le Chant du Loup, c'est un film qui se retrouve dans pas mal de tops de cette année parce qu'en fait, bah, on est content. On est tout simplement content de voir un film français aussi bon que ça. C'est l'histoire d'un sous-marinier qui s'occupe d'écouter tous les bruits au fond de l'océan. Il a une ouïe très entraînée où il peut vraiment différencier un sous-marin d'un autre. Et ce personnage va avoir plusieurs problèmes au sein de l'armée, puis va aider l'armée, etc. C'est une aventure absolument folle. Je nuancerai juste une chose, c'est que le personnage principal est à la fois touchant, mais à la fois j'aime pas spécialement sa façon de jouer. Mais malgré tout, punaise, qu'est-ce que c'est bon ce film. Mathieu Kassovitz, c'est incroyable. Omar Sy n'est pas en avant, mais réussit à quand même être intéressant et réussit à vraiment être très différent de ce qu'il fait d'habitude, et ça fait vraiment plaisir. Le travail du montage, du son, du cadrage, de l'image de manière générale est très très beau dans ce film. On suit quand même un personnage qui doit écouter, ressentir les différents sous-marins qu'il écoute autour de lui, donc s'il n'y avait pas eu un bon travail sur le son, ça aurait été beaucoup moins bien, je pense. On a une histoire qui nous impacte un petit peu, on est un petit peu en haleine quand il y a toute cette catastrophe qui arrive. Toute cette scène m'a fait vraiment vibrer et m'a vraiment maintenu à mon canapé, parce que je l'ai vu dans mon canapé du coup ce film là, et j'encourage très sincèrement les gens, surtout le grand public à voir ce film pour se dire putain, on peut faire aussi des films français comme ça. Heureusement il a fonctionné un peu, heureusement, parce que sincèrement ce genre de film, c'était pas gagné pour qu'il ait des gens qui viennent, et je suis très content que les gens soient un peu allés voir ce film parce que il le mérite. Il y a une mise en scène qui est parfaite, je veux pas non plus être à ce niveau-là, mais je trouve que le film est efficace, fonctionne dans ce qu'il veut nous raconter, et c'est pour ça que je vous encourage très sincèrement à voir Le Chant du Loup, mon top 8 de cette année. Je saurais pas quoi vous dire à part que ça fait plaisir de voir un film français ambitieux et puissant comme celui-là. Vraiment, allez-y, voyez ce film. En 7ème position, Joker. Can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Oui, je sais, vous allez vous énerver, qu'il soit qu'en 7ème position. Mais j'ai mes raisons. Joker, je dirais pas que j'avais peur de le voir, parce que c'est pas vrai. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est le rare film de super-héros où je me suis dit, il faut que j'aille le voir, celui-là. Les autres, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est pas un film de super-héros, Joker, je sais. Enlève ton commentaire maintenant tout de suite. Je sais que c'est pas un film de super-héros, mais c'est un film qui se base dans un univers de super-héros. Et c'est pour ça que, au départ, habituellement, je ne voulais pas le voir. Je vois les trucs arriver, je me dis, on dirait plus un film d'auteur sur lequel on a apposé le nom du Joker. On dirait pas un film du Joker sur lequel on a fait un film d'auteur. Ce film, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais vous savez que déjà l'acteur a été incroyable dans ce film. Joaquin Phoenix a délivré une performance assez folle, assez... vraiment, c'est un personnage qui est fascinant, mais fascinant dans l'horreur, c'est-à-dire que c'est un personnage qui... Il y a des gens, ils disent « Ouais, mais les gens ont de l'empathie pour ce personnage ». Je pense pas qu'ils ont de l'empathie, je pense qu'on peut comprendre mais pas être de son côté. Il a des choix quand même qui ne sont pas moraux, des choix qui ne nous plaisent pas. Je vais pas raconter l'histoire un peu de ce film parce que ça va être le seul film je pense où je vais pas raconter l'histoire, parce que je pense qu'il faut le voir vraiment sans savoir. Et c'est con, mais il y a des gens ils disaient ouais, le Joker n'a pas de background et c'est ça qui est cool. Moi je suis pas d'accord. Je considère qu'un personnage qui ne vient d'absolument rien
n'a rien de cool parce que pour moi il n'a pas de raison d'être, ne serait-ce que d'être, pas forcément des raisons de se battre, des raisons d'être. Et je trouve que ce film a réussi l'exploit de ne pas donner une raison au Joker d'être contre Batman et les vilains, etc. Mais d'être juste violent parce qu'il en a juste rien à foutre de la vie, parce qu'il a rien à perdre. Et ça pour moi c'est bien, dans le sens que s'il était en colère contre Batman pour une raison, ça aurait été chiant. Mais là, il est pas forcément en colère contre Batman, il est pas forcément en colère contre les riches, il est pas forcément en colère contre les pauvres, il est en colère contre les connards. J'aime beaucoup. Ah, ça par contre, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai. Moi c'est pareil, je suis énervé contre les connards, pas contre des gens en particulier. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il réussit à poser une atmosphère assez... morbide et fascinante, et ce côté spectacle du Joker qui on est là à se dire à la fois c'est beau, mais c'est un personnage assez horrible quand même qu'on est en train de suivre. Moi j'ai vraiment ressenti ça, j'étais là devant le film à me dire ouh, c'est horrible ce que je vois, je sors du film en étant quand même un petit peu pas bien, mais c'est du bon pas bien, et la performance de l'acteur m'a vraiment fait ressentir énormément de problèmes du personnage, et c'est ça que j'ai trouvé très fort dans ce film, c'est juste que y a beaucoup de choses qui passent à l'écran, qui te submergent, qui te transcendent complètement en te faisant passer parfois du rire aux larmes. Il y a des séquences qui sont drôles malgré tout, il y a des séquences qui sont horribles. Je sais que la bande-annonce montre énormément de passages avec le Joker, alors qu'en fait c'est quasiment la fin du film, enfin sincèrement. Et le réalisateur, même s'il a fait des choses... très différentes avant, etc. Je pense que cette fois, il s'est dit, bon, je vais montrer que je sais faire quelque chose, je fais quelque chose, et son propos dans le film, qui est je tape qui je veux, je fais ce que je veux, je ridiculise un peu tout le monde, je m'en fous. Parce que je trouve que le film, on a malgré tout assez de distance avec le Joker. On n'est pas, comme je dis, en empathie avec lui. On est là, on se dit... Ok, je te comprends mec, mais fais gaffe quand même parce que tu pousses le bouchon un peu loin. Le Joker, c'est un grand film de cette année, voyez-le. Je pense que on va se souvenir d'un film comme ça, un film qui malgré tout veut dire quelque chose dans les mondes, dans l'univers du super-héros. J'ai très hâte de voir le prochain Batman, étrangement, parce que habituellement je suis pas très Batman. Parce que Robert Pattinson, etc., ça m'intrigue beaucoup, sachant que Robert Pattinson, depuis qu'il a fini Twilight, a pris une carrière très intéressante, donc j'ai très hâte de voir ce prochain Batman, surtout quand je vois ce Joker, où je me dis que pour le prochain Batman, ils vont peut-être faire autant un effort que pour le Joker. On verra ça, mais en attendant, vous voyez Joker, c'est très bien. En 6ème position, j'ai mis Klaus. J'ai pris l'abonnement Netflix pour voir The Irishman à la base, et ma compagne m'a dit « Bah viens, on va voir Klaus, j'ai entendu parler de Klaus, machin, ça a l'air bien, machin. » Je vois Klaus, et là je me dis « Putain, mon âme d'enfant est revenue tout d'un coup. » Parce que c'est un film qui réveille l'esprit de Noël et l'esprit de tous ces films d'enfance qui m'ont énormément plu quand j'étais jeune. Et... Je crois que Klaus est très sincèrement un des films les plus qui m'a fait le plus redonner du sourire de toute cette année. Klaus, c'est l'histoire d'un postier qui est envoyé sur une île par son père pour qu'il fasse délivrer au minimum 6000 lettres sur cette île afin de pouvoir s'en échapper. Sauf que sur cette île, il y a un petit problème, c'est que les gens de cette île ne sont pas très accueillants, ne sont pas très sympathiques, ne sont pas très conciliant avec les postiers, et a priori il y en a beaucoup qui sont passés par là avant lui. Et il va se passer beaucoup d'autres choses dans ce film, on va voir comment il va se démerder pour remplir son quota de 6000 lettres. Voyez ce film, enfin vraiment je vous le dis avant d'argumenter sur le film, parce que c'est un film qui est beau, c'est un film qui redonne le sourire, qui émerveille votre esprit de Noël, votre esprit votre esprit d'enfant même, de voir autant d'enfants s'émerveiller.
parce que c'est un film qui est beau, c'est un film qui a un parti pris artistique qui est très joli, ça fait penser à des BD animés. Au niveau du style, ça fait très BD et c'est très très beau, ne serait-ce que graphiquement. Au niveau de son histoire elle-même, c'est à la fois très simple mais tellement bien amené que du coup on se laisse complètement emporter par cette belle histoire. Le personnage du postier est très attachant, le personnage de la maîtresse d'école est très attachante aussi. Quand on la voit au début, on se dit pas du tout qu'on va s'attacher à elle, ce qui est très étonnant. Toute l'intrigue est très très bien amenée avec des personnages qui sont très haut en couleur, très parlant. On a des méchants qui sont méchants mais qui ne le sont pas trop. Je pense que c'est un film qui d'ailleurs peut être montré à pas mal d'enfants, parce que les enfants, ils seront émerveillés par un film pareil. Je pense que si j'avais vu ce film en étant vraiment gamin, ça aurait été un de mes films que je me repasserais en boucle avec ma cassette de l'époque. Je trouve l'intrigue merveilleuse, je trouve l'intrigue très belle, je trouve les personnages chatoyants, je trouve les personnages touchants même. Il y a un petit personnage qui parle pas la langue, qu'on voit de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il est touchant, même si on comprend pas ce personnage. Vraiment, c'est beau. J'ai passé un super moment devant ce film, et c'était sur Netflix devant un petit ordinateur. Et je m'en souviens vraiment, et j'ai envie presque de le revoir. J'ai envie de le revoir. C'est un film que j'ai envie de revoir parce que il me donne du bonheur, il m'apporte du bonheur, ce film. Et puis, au niveau de sa mise en scène, c'est très coloré, il y a de temps en temps des petits mélanges d'images entre eux, il y a toute la course-poursuite au niveau du traîneau, etc., qui est très belle aussi, qui est très bien foutue. Je ne saurais que vous dire à part voyez Klaus. Voyez Klaus, c'est vraiment un très beau film qui est sorti sur Netflix, et cette année du coup on a du très bon. Oui, il y avait, j'avais dit Une vie cachée, il y avait le nouveau Scorsese, le nouveau Terrence Malick, ils ont sorti, machin, ils sont pas dans mon top, mais au moins je peux vous dire une chose, c'est que cette année on a quand même eu beaucoup de grands films, dont Klaus en fait partie. Je pense que ce genre de film ne mérite pas moins que d'autres grands films de cette année. Il est 6ème, hein. Il est que 6ème. Autant vous dire que là on arrive au top 5, il y a du lourd, il y a du très très lourd. En 5ème position, Un grand voyage vers la nuit. 少的人生，忘记的人生。我明天一定要找到那个女人。Oui, je l'ai ce Blu-ray 3D qui est à la fois ultra bien foutu et ultra mal foutu. Je vais parler un peu de cet aspect 3D dans cette critique du film, ne vous en faites pas. Alors pour le coup c'est ultra subjectif parce que Un grand voyage vers la nuit c'est un film qui n'est pas du tout accessible, c'est même un film qui est assez étrange à regarder et où la première fois qu'on le voit on se dit j'ai rien compris mais c'était juste très beau. C'est un film chinois dont la deuxième partie de son film est un plan séquence d'1 heure en 3D. Et qui se déplace d'ailleurs sur beaucoup d'espace, donc autant vous dire que vous allez avoir de très beaux plans à l'image, et c'est ça qui est exceptionnel, et la 3D apporte vraiment et nous fait ressentir complètement une autre atmosphère, et c'est ça que j'ai adoré dans ce film. J'ai vu du coup le film 3 fois depuis qu'il est sorti, 1 fois au cinéma et 2 fois chez moi en 3D, et ça fait plaisir de le voir en 3D parce que je le répète, ce film est tellement beau et tellement, contemplatif et immersif en 3D. Je vous le conseille très sincèrement, si vous le voyez, de le voir en 3D. Je ne parlerai pas de l'histoire parce que l'histoire, c'est pas qu'elle est pas importante, mais c'est que si vous attachez trop à l'histoire, vous n'allez pas rentrer dans ce film qui est très 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 sensoriel et pas forcément narratif. Donc posez-vous devant ce film-là et laissez-vous emporter par l'émerveillement que veut vous donner ce film. Le problème de ce Blu-ray du coup en 3D, c'est que vous n'avez qu'un Blu-ray, un Blu-ray 3D. Le problème c'est que le film a une partie en non 3D et une partie en 3D. Ce qui je pense n'est pas un problème sur certains projecteurs ou certaines télés, mais sur mon projecteur, quand je lance le film en version 3D, donc la version qui met la 3D que dans la deuxième partie du film, eh bien mon projecteur dit ok,
tout s'active en 3D et du coup je dois mettre même les lunettes au moment où il n'y a pas de 3D parce que sinon l'image est hyper claire et tout, vous savez la 3D en gros elle rééclaircit l'image pour qu'après vous mettez les lunettes et après ça réassombrit et ça redevient mieux. Et c'est un petit peu le problème de ce Blu-ray, c'est que vous allez lancer le film en 2D en premier et puis vous allez relancer le film pour la deuxième partie. C'est un peu dommage, ça vous coupe un peu dans le truc, mais si vous connaissez le film et si vous regardez avec quelqu'un qui connaît, il n'y a pas de problème normalement, il va vous arrêter au bon moment et il va essayer de relancer le plus vite possible, ne vous inquiétez pas. Maintenant, pourquoi j'aime ce film ? Déjà parce que son revisionnage nous fait comprendre énormément de choses. C'est con hein, mais parfois on dit d'Inception ou d'Interstellar, oh j'ai pas vu, enfin j'ai pas compris, il faut que je revoie le film, et faut voir le film plusieurs fois pour le comprendre. Non, j'ai tout compris d'Interstellar, j'ai tout compris d'Inception, et très sincèrement, je vois pas ce qu'il y a de compliqué dedans. Un grand voyage vers la nuit est volontairement fouillis dans sa première partie. La première partie du film est très rebutante, et vraiment nous perd énormément. On se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, les scènes s'enchaînent sans vraiment aucun sens et du coup je comprends pas ce que je suis en train de voir. Et vraiment qu'est-ce que tu veux me dire le film? Et après on a la deuxième partie qui nous raconte complètement autre chose mais d'une façon complètement linéaire et quand on revoit le film on comprend que ce qu'on voit dans la deuxième partie est complètement un miroir ou de manière générale, il y a beaucoup de choses dans la deuxième partie qui se retrouvent dans la première, et t'as des trucs comme ça, tu fais « Pouah, j'ai tout compris », enfin peut-être pas tout compris, mais tu fais « Pouah, c'est bon, j'ai vu ça », et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est juste qu'on est là en train de se dire « Waouh, je comprends tout, et en plus de ça, je m'émerveille parce que c'est trop beau ». La première partie du film est très rebutante, comme je disais, parce qu'elle est très fouillie. Par contre, elle est très, très belle dans ses transitions. Il y a une transition que tout le monde retient la plupart du temps de cette première partie. C'est lorsqu'il y a de la pluie enfin pas de la pluie, mais de l'eau qui coule sur les vitres, etc. Et puis ça enchaîne sur les essuie-glaces de la voiture. Et ce plan est magnifique en fait. Ce plan est vraiment magnifique. D'ailleurs, de manière générale, tout ce film a des plans magnifiques, très colorés, très purs. Enfin vraiment, si vous avez une image soit très grande, soit de manière générale très contrastée, etc., vous verrez toute la profondeur de couleurs et de luminosité de l'image. Enfin, le film est super beau. Le film est trop beau. Je ne saurais que vous dire à part ça. Et même rien que l'intro du film, le premier plan du film, c'est un plan qui nous mindfuck total. On commence comme ça, on finit comme ça, mais on est dans le bon sens. Enfin, la caméra se retourne, mais on est dans le bon sens. Vous allez me dire, c'est juste une astuce de montage. Je sais, mais c'est con, mais ce premier plan nous fait tout de suite comprendre que le film n'est pas là pour nous raconter un truc à fond, mais pour nous faire vivre quelque chose de très sensoriel. Et c'est ça qui m'a plu. Donc je vous conseille Un grand voyage vers la nuit. Soyez prévenus, ne vous attendez pas à une histoire, essayez juste de vous imprégner de l'ambiance du film et laissez-vous émerveiller par ce film. Un grand voyage vers la nuit, donc top 5 de mon année 2019. En 4e position, Ne coupez pas. Je vous en ai parlé comme un dingue la fois où je l'avais vu, ce film est génial, voyez-le, c'est une putain de comédie comme on en voit rarement, et surtout c'est un gros amour du cinéma et surtout du cinéma amateur, que si vous avez fait ne serait-ce qu'un seul court-métrage dans votre vie, vous vous reconnaîtrez dans ce film, voyez ce film, il est trop bien. Je vous fais le synopsis du film. Sur un tournage de film de zombies, des vrais zombies débarquent. Je ne dirai pas plus parce que je trouve que le synopsis est parfait pour vraiment se plonger dans le truc, parce que quand tu démarres le film, tu fais « Putain, je vais me taper une heure et demie de ça, là ?» Et puis après, tu avances dans le film et tu fais « Ah, ça fait plaisir !» Ce film, vraiment, est juste ultra bien mis en scène, ultra bien pensé, les acteurs sont vraiment excellents, l'acteur principal notamment du réalisateur est juste parfait, et surtout,
qu'est-ce que c'est drôle. Ce film est si drôle, vraiment, voyez ce film qui est, je trouve, un film qui n'a pas eu son succès parce qu'il est sorti dans 2 salles en même temps que Avengers Endgame. Donc autant vous dire que à côté d'Avengers Endgame, bah, personne n'allait le voir ce film, et c'est bien dommage parce que, punaise, quel film. On est dans le top 4 et j'ai eu déjà plein d'euphorie en parlant des films que je vais vous parler parce que bah, je trouve qu'on a eu énormément de très bons films cette année. Je trouve que cette année a été une des années les plus riches en cinéma, et ne coupez pas, c'est un ovni, mais un ovni très bon parce que c'est un film qui vient de nulle part, mais qui est juste ultra accessible, qui est très grand public en plus, sauf peut-être les enfants à la limite, mais par contre vous pouvez montrer ça à votre famille, et je suis sûr que votre famille rigolera, parce que ce film est hilarant, parce que ce film m'a vraiment fait sourire de plus en plus quand on avançait dans le film. La fin est super bien amenée, la manière de construire son scénario est très bien amenée aussi, et je trouve que cette première partie du film aussi, finalement, même si elle est très cheap, est très réussie. Ça, ce sera pour les gens qui auront vu le film, évidemment. Donc, je ne parlerai pas plus de Ne coupez pas, parce que bah, j'en avais déjà beaucoup parlé, en fait, dans ma vidéo de review de la dernière fois, mais sachez que c'est un excellent film que j'apprécie énormément, que j'ai vu cette année, et je vous le conseille très grandement. Voyez Ne coupez pas, c'est très bien. Il n'est pas forcément facile à trouver, mais il se trouve quand même relativement bien contrairement à d'autres films, donc vraiment foncez, Ne coupez pas, c'est un des meilleurs films de cette année, allez-y. On arrive au top 3, et autant vous dire que là, il y a du lourd, et que j'ai un peu triché. Vous allez voir. En 3e position, Once Upon a Time in Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Pareil, c'est un film que beaucoup de gens ont mis dans leur top, et je les comprends parce que c'est un Tarantino qui m'a réconcilié avec Tarantino, tout comme Une vie cachée m'avait un petit peu réconcilié avec Terrence Malick. Once Upon a Time in Hollywood, c'est étrange parce que c'est clairement un film que je pense n'aurais pas aimé d'habitude, mais je sais pas pourquoi ce film est puissant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film. J'avais peur de ce film parce que je me disais, oh, est-ce que ça va me faire comme Pulp Fiction, où les personnages vont être bien rigolos, mais bon, ça va pas me raconter grand-chose et j'en ai un peu marre. Eh ben non, Once Upon a Time in Hollywood, on suit 2 personnages qui sont extrêmement intéressant. Je pense au personnage de DiCaprio qui est juste incroyable, le personnage de Brad Pitt aussi qui est vraiment exceptionnel, Margot Robbie, même si dans l'histoire elle-même n'a pas vraiment de gros impact, est hyper touchante, hyper humaine, hyper voilà, réelle. On ressent une certaine réalité à travers ces images, ne serait-ce que le personnage de DiCaprio. Quel personnage DiCaprio, vraiment, je le dis, hein, Brad Pitt est très cool, hein, mais DiCaprio est tellement bon dans ce film. L'histoire de Once Upon a Time in Hollywood est très bizarre à expliquer, mais c'est tout simplement 2 personnages, un acteur et un cascadeur, et on va suivre leur histoire, on va suivre la vie de ces gens-là. Oui, c'est très con, mais bon, c'est une histoire, hein, c'est comme ça. C'est aussi pour ça que j'avais peur de ce film, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de grosses histoires. En soi, il n'y en a pas vraiment, même s'il y en a un petit peu, mais souvent, ouais, moi j'aime bien quand il y a une grosse histoire impactante, et c'est pour ça que j'ai souvent du mal avec ce genre de film. Mais toute la scène avec la grange, toute la scène, enfin pas la grange, mais tout le petit village avec les jeunes, toute la scène aussi avec, toute la scène finale qui est à la fois hyper jouissive et hyper, mélancolique, je sais pas si c'est le mot, mais assez triste. Je trouve que le film nous traverse dans plein d'émotions différentes. On a vraiment une sensation de peur même à un moment quand le personnage de Brad Pitt va vers la maison du vieux. On se dit putain, est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il se passe quelque chose, et je peux pas dire parce que sinon je spoil, mais du coup c'est pas du tout ce à quoi on s'attend, et c'est ça qui est incroyablement bien fait dans ce film. Je trouve que Tarantino
quand les gens me disent « Oh, c'est le moins Tarantino des Tarantino », je suis ultra pas d'accord parce que je retrouve des choses que j'ai trouvées dans Pulp Fiction et dans Inglourious Basterds que j'avais vu. Donc, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood, c'est mon film actuellement préféré de Tarantino que j'ai vu parce que, pour moi, il est complet, il est parfait, j'attends vraiment le montage de 4 heures là que Tarantino veut nous offrir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, on avait envie d'en savoir plus, on a envie d'en voir plus dans ce film, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à voir, et je pense que j'ai envie de revoir le film beaucoup de fois, parce que ouais, je pense avoir loupé des choses qui... Enfin vraiment, je me suis pas ennuyé devant ce film, alors qu'il était quand même assez long, hein, 2h40, un truc comme ça. Vraiment, Once Upon a Time in Hollywood, si vous aimez Tarantino, normalement vous aimerez. Si vous aimez pas Tarantino, essayez quand même, parce que il est mine de rien assez différent de ce qu'il fait d'habitude, et c'est ça que les gens parfois aiment avec Tarantino, c'est qu'à chaque nouveau film, il y a un truc de Tarantino qu'on s'attend pas. Et c'est ça qui est appréciable avec ce film, que je vous conseille énormément. Once Upon a Time in Hollywood, le top 3 de cette année. En deuxième position, Les Enfants du Temps. Oui, je triche un petit peu, vous inquiétez pas, je mettrai un deuxième ex-aequo juste après Les Enfants du Temps. J'ai fait une vidéo de 30 minutes dessus, donc vous allez tout de suite cliquer en haut à droite pour aller voir ma vidéo sur Les Enfants du Temps, Tenkinoko, Weathering With You, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est un des meilleurs films de cette année, parce qu'il est sorti quand même au Japon en 2019, il sort très bientôt. Il sort aujourd'hui d'ailleurs, si cette vidéo sort bien le jour que je pense. Il sort aujourd'hui, Les Enfants du Temps en France. Je sais qu'il sort pas partout, je ne sais pas pourquoi la France ne veut pas diffuser ce genre de film, parce que très sincèrement, c'est pas le genre de film qui font peur aux gens, c'est pas le genre de film que les gens ne vont pas voir. S'il y a des enfants, s'il y a des adolescents ou des enfants assez âgés qui vont le voir, ça peut être vraiment une très belle expérience pour eux. J'ai vu des gamines qui allaient voir Souvenir de Marnie et elles étaient très contents, et Souvenir de Marnie pourtant c'est pas le plus accessible des Ghibli. Bref, Les Enfants du Temps, si je peux résumer mon pourquoi je trouve que c'est un des meilleurs films de cette année, c'est simplement parce que d'ailleurs, si il n'y avait pas eu deux ex-aequo, ça aurait quand même été deuxième tout court. Ça aurait même pas été troisième, ça aurait été deuxième. Mais bref. Je trouve que Makoto Shinkai, sur ce film, c'est bien démerdé, a réussi à mûrir, a même réussi à se renouveler malgré avoir gardé... malgré le fait qu'il ait gardé des chara-design très proches, le fait qu'il ait gardé le même compositeur, les chansons finalement ne ressemblent pas du tout à Your Name, les personnages finalement ne ressemblent pas du tout à Your Name, et ça c'est extrêmement plaisant. L'histoire aussi, de manière générale, change beaucoup de ce qu'il fait habituellement, tout en restant dans ses thématiques et tout en restant dans ce qu'on adore chez Makoto, à savoir la transmission d'émotions, la recherche de soi, la confiance en soi, toutes ces choses-là. Bref, le dernier Makoto Shinkai, pour moi, est un de ses nouveaux chefs-d'œuvre. Qu'on me dise qu'il soit moins bien que Your Name, je suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'il apporte différemment des choses par rapport à Your Name. J'arrive vraiment pas à les départager. Garden of Wars non plus, j'arrive vraiment pas à départager avec Your Name. Je trouve que Garden of Wars est plus efficace de manière condensée. Ce que n'arrive pas forcément à faire Your Name et Les Enfants du Temps. Mais pour moi, Les Enfants du Temps est un des meilleurs films de cette année. Voyez-le, parce que très sincèrement, c'est déchirant, et moi j'ai adoré ce film, et Makoto m'émerveille encore et encore et encore. Voyez ma vidéo de 30 minutes que j'ai fait dessus, parce que je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus que ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. On passe du coup au véritable deuxième position, du coup ex-aequo, le gangster, le flic et l'assassin. 자신 있으면 들어오던가. 끝은 봐야지. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데. J'en avais déjà parlé du gangster, le flic et l'assassin. C'est pour moi le meilleur film d'action de l'année.
Si vous aimez l'action pure, l'action bête et méchante, avec une intrigue assez simple mais ultra bien menée, et surtout avec des acteurs avec des scènes et des acteurs qui vous attachent bien, et surtout vous vous dites à chaque coup dans la gueule, ouf, revoyez ce film parce que il est génial. C'est l'histoire d'un flic qui poursuit un tueur en série. Le tueur en série va malencontreusement attaquer le chef d'une mafia, et ce chef d'une mafia, du coup, va rencontrer le flic et lui dire « On a le même intérêt tous les deux, travaillons ensemble », et le premier qu'il chope, il fait ce qu'il veut avec lui. Le gangster veut tuer l'assassin, alors que le flic veut le mettre en tôle. C'est tout, et c'est ultra efficace, c'est hyper bien rythmé, c'est hyper bien chorégraphié, ne serait-ce que dans la course-poursuite qui est juste impressionnante, c'est génial ce film. Il y a des scènes qui m'ont fait tordre de rire. Si je dis aux gens qui ont vu le film, ne te mets pas derrière la porte quand quelqu'un veut te péter la gueule, parce qu'il pourrait t'arriver des choses pas très géniales. Le gangster, le flic et l'assassin, c'est une histoire, comme je dis, ultra bien menée. Le gangster, le flic et l'assassin, c'est une mini-enquête qui, malgré tout, nous tient un petit peu. On a des combats qui sont incroyables et où on sent les coups dans la gueule, et il y a un moment que je trouve, à chaque fois je fais ouf, à chaque fois que ça arrive, c'est le moment où t'as un personnage qui est sur la bagnole, le mec lui tape dans les jambes et du coup il se casse la gueule, et du coup il se prend la portière dans le ventre, et pas en le coupant, hein, faut arrêter, hein, mais c'est juste, ça fait un gros pouf, et c'est, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais en gros c'est jouissif, parce que c'est de la violence ultra exagérée. C'est un peu comme Doom. C'est quand vous jouez à Doom, vous défoncez des trucs dans tous les sens, et c'est ce qui est drôle en fait dans Doom. Et ben là c'est pareil. Il y a de la violence à outrance, et cette violence, elle est jouissive. Sauf peut-être un petit peu quand le gangster défonce la gueule de l'assassin. Ça c'est peut-être un peu moins le cas. Mais par contre, quel pied j'ai pris devant ce film qui est pour moi un des films les plus puissants de cette année. Je comprends pas pourquoi ce film coréen-là n'a pas eu autant de distribution que d'autres. Burning avait eu une meilleure distribution que le gangster, le flic et l'assassin, c'est quand même pour dire. Mais ce film est tellement puissant, enfin vraiment j'étais happé en permanence avec ce film. Je l'ai vu avec mon frère, et mon frère, pareil, on est sorti de la salle, et on a dit « Ah c'était bien, on sort avec le sourire et en se disant « Ah c'était cool, c'était bien ». Donc le gangster, le flic et l'assassin, voyez ce film qui n'a pas eu la distribution qu'il mérite, alors que c'est un film sud-coréen. Les films sud-coréens en général ont une plutôt bonne distribution. Voyez-le parce que, en plus de ça, le gangster est joué par un des personnages du Dernier Train pour Busan, qui était un super film aussi, et il est tout aussi bon, cet acteur, dans ce film-là. Donc vraiment, voyez le gangster, le flic et l'assassin. Je me suis bien excité, là, j'ai bien chaud. Et bah maintenant, on va passer au top 1. Et sans surprise, vous le saviez, de toute façon, vous vous dites, quoi, il n'y a pas ce film depuis le début ? Sans surprise, vous savez très bien que mon top 1, c'est Parasite. 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. Comment je ne pouvais pas mettre Parasite dans mon top 10 de l'année ? Non, jamais. Jamais je ne l'aurais pas mis. Donc je le mets top 1. Parce que c'est le meilleur film de l'année. Je répète ça, mais pour moi, Parasite, c'est le JSA de Bong Joon-ho. Je m'explique. Mais avant ça, on va parler un peu du synopsis. Une famille est très pauvre, vit dans un autre sol, etc. Et le fils de la famille va être engagé en tant que prof d'anglais dans une famille de très riches. Et je ne dirai pas plus de choses que ça. Pourquoi c'est le JSA de Bong Joon-ho ? Parce que JSA avait cette force de nous faire attacher à plein de personnages en même temps, et à tel point que on avait mal pour chaque personnage. Parasite, c'est exactement ça, avec beaucoup plus de personnages d'ailleurs, et vraiment ce film est tellement bien amené, tellement
je sais pas comment dire ça, mais il y a 2 scènes qui me tétanisent. Vraiment, il y a 2 scènes qui me tétanisent. Si je vous dis inondation et si je vous dis massacre, c'est 2 scènes où je suis mais complètement bouche bée comme ça. Vraiment, je ne peux plus bouger dans ces moments-là. Je trouve que c'est un bijou de mise en scène, de cadrage, de réalisation, d'interprétation aussi. Tous les acteurs sont excellents. L'acteur du fils, l'acteur du père, l'acteur de la mère, l'acteur de la fille. La fille est vraiment très 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 bonne dans son rôle aussi. Et pour ce qui est de la famille riche, c'est pareil. Il n'y en a pas un qui est en dehors. Enfin vraiment, la gouvernante, pareil, elle est incroyable cette gouvernante quand elle fait son grand discours, notamment nord-coréen. Enfin, je peux pas non plus spoiler le film, c'est très dommage parce que j'aimerais parler un peu plus du film, mais peut-être qu'un jour une vidéo sur Bong Joon-ho arrivera. Il y aura une vidéo Park Chan-wook avant une vidéo Bong Joon-ho, je pense. Voilà, Parasite, c'est un film qui vous fait passer du rire aux larmes en 2 secondes. C'est un film qui vous change de genre en plein milieu et où vous vous dites putain on a changé de film. Non, on n'a pas changé de film, t'es toujours dans le même film et c'est ça qui est effrayant. On a même un plan d'horreur assez fou. Il y a un plan d'ailleurs où je vais essayer de raconter ça sans spoiler, mais en gros, il y a un moment on descend des escaliers tout en suivant un personnage et ce plan fait vraiment un gros plan d'horreur. C'est un plan séquence, voilà, où on descend des escaliers. Et ce plan, pour moi, est le plan le plus flippant du film. Il y a des gens, ils disent c'est quand ça fait ça, mais pas moi. Moi, je trouve il est flippant, mais je trouve pas que ça soit le plan le plus flippant du film. Je trouve aussi que c'est ultra bien amené. Je trouve qu'il y a une narration qui est vraiment très bonne, une comédie aussi très très puissante, surtout dans la première partie du film, hein, forcément. Parce que quand on voit les différents personnages faire ce qu'ils font au fur et à mesure, et même jouer des personnages, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des acteurs qui jouent du coup un personnage, et ça, c'est con, mais le film on peut très vite se perdre, je pense, quand on est acteur pour faire ce genre de choses, et là, franchement, ils ont été à fond. C'est d'ailleurs le même truc que j'adore dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est quand je vois DiCaprio, je me dis, putain, il se perd pas dans le personnage qui joue, et ça, c'est vraiment cool. Parasite, c'est un film où vous allez sûrement être choqué. Vous allez sûrement beaucoup rire, mais beaucoup sortir du film en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir ?» Et ça fait plaisir. J'ai vu beaucoup de films de Bong Joon-ho. Hein. Les 2 seuls que j'ai pas vus, c'est The Host et Mother. Et franchement, Parasite, c'est... J'ai vraiment beaucoup de mal à parler de Parasite sans spoiler, parce que le problème, c'est que c'est vraiment des scènes qui sont réalisées d'une manière mais tellement parfaite que je ne peux pas tout dire. Il y a une utilisation des ralentis qui, quand on est dans l'histoire en fait, enfin quand on est dans la scène, etc., on se dit pas « Ah, c'est en ralenti », on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» ou alors « Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle !» Enfin, il y a un côté bien maîtrisé de la part de Bong Joon-ho. Memories of Murder, par exemple, que j'ai juste là-haut, c'est un film que je trouve excellent sur beaucoup de points. Mais je le répète, je trouve que c'est un film qui, malgré tout, n'arrive pas à tenir son rythme correctement. Et c'est pour moi le vrai défaut du film de Memories of Murder, parce que sinon, c'est un film qui, je trouve, est très puissant, vraiment très très bon. Snowpiercer, c'est très bien, je trouve ça vraiment très très bon, c'est un de mes films préférés de Bong Joon-ho. Okja, j'adore, mais je trouve pas que ça soit le film que je regarderai ultra souvent, parce que juste je trouve pas qu'il me raconte un truc extraordinaire, enfin un truc qui me transcende à fond. Ah oui, j'ai pas vu Barking Dog Never Bite, j'arrive même pas à le prononcer, je suis perdu. Bref, pour moi, Parasite, c'est son chef-d'œuvre pour plein de raisons, pour toute sa maîtrise, ne serait-ce que technique, pour toute sa maîtrise au niveau de sa narration, au niveau de son scénario qui tient jusqu'au bout, qui tient du début à la fin. Bref, je ne peux que vous encourager, que vous conseiller, bref,
à voir Parasite parce que c'est un film dont j'attends énormément le collector d'ailleurs. Parce que, putain, quel film exceptionnel. Je l'ai vu 4 fois au cinéma. Je l'ai vu 4 fois au cinéma pour le montrer à 4 personnes, enfin 4 groupes différents. Et chaque personne, à chaque fois, je pense que malheureusement, parfois je l'aurais trop survendu, mais chaque personne à la fin me disait « Putain, c'est un film que j'oublierai jamais. » Parce que c'est un film excellent. Heureusement qu'il a eu la Palme d'Or, heureusement qu'il a fonctionné grâce à cette Palme d'Or d'ailleurs. Parce que le film mérite énormément. Voyez ce film, pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2019. Et je dis ça, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais je trouve même que, objectivement, oulala, les gens vont, vont s'énerver, c'est le meilleur film de l'année. Maintenant, frappez-moi en commentaire. Voilà, c'était le top film de l'année, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai rien d'autre à dire, là je suis extrêmement crevé, parce que on a eu une année exceptionnelle. L'année 2020, il y a quelques films qui vont arriver, notamment 1917 que j'ai envie de voir, mais sinon je sais pas trop ce qui va sortir cette année. Ah si, il y a Les Enfants du Temps. Allez voir Les Enfants du Temps, le 8 janvier, aujourd'hui, maintenant. Bref, passez une très bonne année. Moi, je vais essayer de la passer aussi. J'ai beaucoup de projets pour cette année. Il y a une vidéo jeu de société qui arrive très bientôt. Je sais, je le répète depuis très longtemps, mais en même temps, quand vous verrez le jeu, vous comprendrez pourquoi cette vidéo va mettre du temps à arriver. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bon, si c'est pas le cas, engueulez-moi en commentaire. Puis d'ici là, je vous dis, salut.